Donc, deuxième partie. Et passons donc à la deuxième partie et l'exercice 1. Donc avec quelques statistiques par rapport au sang, au don du sang, etc. Enfin, pas que ça, mais voilà, des statistiques qui viennent de l'établissement français du sang, qui gère le don du sang, comme je le disais en fait, mais c'est pas grave. Bon, vous avez donc deux gros trucs assez impressionnants. Et ensuite, donc, vous avez finalement quelque chose, vous avez finalement que on vous pose des questions. Donc, petit 1, on vous dit quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française soit donneur universel. Alors, donc, ici, alors je regarde, est-ce qu'on vous donne l'indication? Alors, oui, on vous le donne sans vous le donner très très clairement, mais on vous dit dans le truc, donc effectivement, et puis c'est la lecture aussi du fameux tableau, pardon, en fait, si, c'est marqué parfaitement. Donc, le donneur universel, c'est être de groupe O et de résus négatif. Dans le tableau 1, on vous dit que groupe O résus négatif, c'est 6% de la population. Donc la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française soit donneur universel, eh bien c'est effectivement 6% de proba ou 0,06. Ensuite, pour le petit 2, on vous dit quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française soit receveur universel. Receveur universel, c'est les AB, avec le résus positif. Donc, ça sera ici 3%. Alors, que vous exprimiez une probabilité en pourcentage ou en 0,03, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même nombre, donc on s'en fiche. Donc, pour la 2, la probabilité, c'est donc 3% ou 0,03. Pour la question 3, on vous dit quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française puisse donner son sang à une personne du groupe B résus positif. Donc si on regarde, B résus positif, donc ici ça va être un receveur, puisque on cherche donc les personnes qui peuvent recevoir du sang et qui sont B résus positif, donc on va regarder dans le tableau 2, dans la colonne B+. Donc, soit c'est les O+, soit c'est les O-, soit c'est les B+, soit c'est les B-. Du coup, bien la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française puisse donner son sang à une personne du groupe B résus positif, eh bien, il s'agit donc de 36% plus 6%, donc les O positifs plus les O négatifs, plus les B positifs et les B négatifs. Donc, 36 plus 6 plus 9 plus 1, ça nous fait 52%, et donc 52% ou 0,52 est donc la probabilité attendue pour la question 2. Maintenant, passons à la question 4. On vous dit donc qu'on choisit au hasard une personne parmi les personnes du groupe O dans la population française. Quelle est la probabilité que cette personne soit donneur universel? Arrondir au centième. Donc, encore une fois, être donneur universel, c'est être au moins. Par contre, ici, on regarde non pas par rapport à toute la population, mais par rapport juste au fait du groupe O. Donc, imaginez, vous avez donc les personnes du groupe O, vous avez 6% de résus négatifs, 36% de résus positifs sur la population française. Mais donc sur 100 personnes, l'idée c'est que vous pouvez avoir finalement 42 personnes
qui correspondent à un groupe O. Sur ces 46 personnes, sur ces 42 personnes, pardon, vous avez donc 6 personnes qui sont de résus négatif. Donc vous avez 6 sur 42 en termes de probabilité. 6 sur 42, ce qui fait 3 sur 21, ce qui fait un septième. Par exemple. Donc voilà, en tout cas, pour vous donner un petit peu la réponse pour la question 4. Donc, passons à la question 5, estimer le nombre de donneurs universels en France au 1er janvier 2016. Donc on vous dit, voilà, la population était d'autant, parmi ces personnes, autant avaient les critères requis pour pouvoir donner leur sang, et donc le nombre de donneurs universels, donc c'est le nombre de personnes qui ont en réalité un résus négatif pour le groupe O, donc c'est 6%. Donc ici, il suffit de calculer le 6% de ce fameux nombre, qui est donc 43 217 325. Et ce qui représente finalement environ 2 539 039 personnes au final. Pour la question 6, donc on vous dit quel pourcentage de la population française est représenté au 1er janvier 2016 la population susceptible de donner son sang. Eh bien là, pour le coup, c'est relativement simple. Là où vous pourriez être perdu, c'est le fait du calcul en lui-même, parce qu'on n'a plus besoin des tableaux 1 et 2 pour cette question, mais il s'agit simplement de faire 43 217 325 divisé par 66 627 602 et de le mettre en pourcentage. En pourcentage, vous multipliez en haut et en bas par 100, et ça vous donne votre résultat en pourcentage, puisque sur 100, c'est le pourcentage. 40%, c'est 40 sur 100. Ici, en l'occurrence, pour la question 6, le résultat est d'environ 64,86%. Voilà. Donc, pour cet exercice numéro 2, donc on vous dit, on a un petit programme pour aller de Nantes jusqu'à Paris. Et on nous donne des petites choses, avancer, tourner, avancer. Et donc, on voit sur le graphique, sur l'image, eh bien que avancer de 120, ça correspond à avancer de 2 carreaux. Donc un carreau, ça vaut 60 pas. Je rappelle que sur Scratch, l'unité, c'est... Mais voilà. Et on nous dit tourner à droite de 270 degrés. Donc il est horizontal, enfin il est vers l'est. Il tourne une fois de 90 donc il se retrouve vers le sud. Il avance pas, attention, il tourne juste. Ensuite, il tourne une deuxième fois de 90, il se retrouve vers l'ouest, et encore une fois de 90, donc dans les trois cas sans bouger, ça fait bien 270, et il se retrouve vers le nord, donc vers la case Paris. Et ensuite, avancer de 60, eh bien il avance d'une case, finalement, pour arriver à Paris. Donc ça, jusque-là, ok. Mais on nous demande, on y dit finalement, l'hélico va aller de Nantes à Lyon. Donc si on regarde un peu, pour aller de Nantes à Lyon, comment faut-il faire? Il faut donc tourner donc d'avancer de 3 cases, ensuite de tourner une fois à gauche, une fois sur la droite. Vous voyez, la petite case, la petite instruction tourner 2, il y a une petite flèche pour indiquer dans quel sens on tourne. Là, on tourne vers la droite, et donc on va tourner une seule fois de 90 degrés pour se retrouver vers Lyon. Et ensuite, on avancera une fois de 60. Donc, finalement, on va remplacer les nombres, et le programme deviendra finalement
quand le drapeau est cliqué, position initiale Nantes, se tourner vers l'est, ça ok, et on nous dit avancer de 120. Là, on va mettre avancer de 180. Ensuite, tourner de, pour Lyon, 90 degrés. Et on doit réavancer, et on va mettre donc avancer de 60. Du coup, pour l'exercice 3, on vous dit pour calculer tête le carré d'un nombre entier se terminant par 5, on prend le nombre de dizaines, on le multiplie par l'entier qui suit ce nombre. 2 dizaines, cela donne le nombre de centaines du résultat. On écrit ensuite 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat. On vous donne un exemple. Et on vous dit, maintenant, montrez comment calculer mentalement 45 au carré. Du coup, ici, il suffit de simplement faire exactement ce qu'ils vous ont dit, c'est-à-dire, on prend le nombre de dizaines, ici c'est 4, on multiplie par l'entier qui suit ce nombre de dizaines, c'est-à-dire x 5. Et ils nous disent, ça donne le nombre de centaines du résultat, c'est-à-dire 20. Et après, il dit, on écrit 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat. Donc, ça fait 2025, 20 centaines et 25 unités. Ensuite, on vous dit, petit 2, soit n un nombre entier se terminant par 5, n peut s'écrire 10 fois d plus 5, d le nombre de dizaines, donc ça c'est la décomposition canonique des nombres. Et on vous dit établir la relation n carré égale 100d fois d plus 1 plus 25. Comment résoudre cela? Eh bien en fait il suffit, pour le coup, puisque n c'est 10d plus 5, eh bien n carré c'est juste 10d plus 5 le tout au carré. Et ça c'est-à-dire que c'est l'identitaire marquable. Donc a plus b au carré. On a donc quoi? On a donc 10d au carré, le 10d entre parenthèses au carré, attention, plus 2 fois 5 fois 10d, plus 5 au carré. Ce qui nous fait donc 100d au carré, plus 50, plus 100d, pardon, plus 25, et en fait, alors soit vous avez deux possibilités, soit vous pensez, vous arrivez à factoriser par 100d, soit dans l'autre sens, vous partez de ce qui vous donne, c'est-à-dire le 100d fois d plus 1 plus 25, et vous le développez aussi pour arriver à la même chose. Et ainsi montrer que c'est bien la même chose. Par contre, si vous prenez l'expression qu'on vous demande de montrer, n'écrivez pas n carré égale devant. Ça n'a aucun sens. Pour le petit 3, on vous dit expliquer en quoi le résultat de la question 2 permet d'établir la technique de calcul mental présentée dans l'énoncé. Bien, justement, là, ici, vous avez donc le d fois d plus 1, ça correspond à prendre le nombre de dizaines multiplié par l'entier qui le suit, et avec le fois 100, ça vous donne le nombre de centaines. Et bien sûr, l'ajout, le coup d'écrire 25 à droite, finalement, c'est exactement, en réalité, le fait d'ajouter 25, puisqu'on n'a que des centaines et pas de dizaines d'unités, donc on rajoute ce 25, et finalement, ça correspond bel et bien à ce qui nous est demandé, à la méthode qui nous est présentée. Pour le 4, on nous demande comment, par extension de la technique de calcul mental présentée, calculer mentalement le carré de 3,5. Donc, ici, le n carré, c'était juste un entier qui se terminait par 5. Ici, la seule différence, c'est que le nombre est, entre guillemets, décalé vers la droite, ou autrement dit, il est divisé par 10.
Donc, une façon de le faire, relativement simple comme extension, c'est qu'ici, notre 3,5, on va le traiter comme 35 avec la méthode précédente, mais puisque c'est 3,5 et c'est au carré, on va non pas diviser par 10, mais par 100, par le carré de 10. Et ainsi, le 3,5 au carré, ça nous donnera donc 3 fois 4 en chiffre des centaines, c'est-à-dire 1200, plus 25. Et en divisant par 100, on va récupérer le 12,25 comme on aurait avec une opération différente. Voilà pour l'exercice 3. Passons maintenant à l'exercice 4. Donc, on nous demande en petit 1 de réaliser une figure à grandeur, en vraie grandeur. Il faut bien faire attention ici à ces histoires de droite perpendiculaire A, bidule chouette, passant par bidule chouette, qui se coupe en tel truc. Alors, une fois que on a enfin la figure, voilà qu'arrivent les problèmes de la question 2. Donc, la question 2, on vous demande l'aire du triangle CEA. Et on vous dit, on donnera l'arrondi au dixième de millimètre carré. Bon, ok. Donc, quand on place du coup le point C, donc il s'avère qu'on a plusieurs choses. On a donc l'angle, enfin le triangle CBA qui est maintenant un rectangle en A, à cause de la perpendiculaire AAB passant par A. Donc CAB est un angle droit. Et on avait donc déjà que E1AB, eh bien EAB, c'est le complémentaire de EBA. C'est-à-dire que leur somme fait 90 degrés. Autrement dit, l'angle CAE, eh bien lui, en réalité, est exactement égal à l'angle EBA, à cause justement de cette complémentarité. Ensuite, par le coup, du coup, on a aussi que EAC est un triangle rectangle en E. Et ensuite, du coup, puisque CAE est égal à l'angle ABE, eh bien l'angle ECA, c'est aussi son complémentaire, et donc lui est égal à EAB. Donc on sait que EA vaut 5, par l'usage du théorème de Pythagore, on trouve facilement que EB vaut 12, et on a donc quelque chose de particulier. On a besoin, du coup, pour l'aire de ECA, on a besoin de EC et de EA. EA, on l'a déjà. Mais comment calculer EC? Eh bien, pour calculer EC, on va faire, en fait, de la trigonométrie. Puisque ici, on a une longueur, on a limite potentiellement des angles pour le faire. Et EC, à quoi est-il égal? Eh bien, c'est l'opposé de l'angle CAE, et l'adjacent de l'angle CAE, c'est EA, qui est 5. Donc CE égale la tangente de CAE fois la longueur EA. Et le problème, c'est qu'on n'a pas cette fameuse valeur de tangente. Mais l'angle CAE, c'est le même angle que EBA. Donc ils ont la même tangente. Et dans ce triangle, dans le triangle EAB, on a toutes les longueurs. Donc la tangente de EBA, de l'angle EBA, c'est donc son opposé, c'est-à-dire 5, divisé par l'adjacent qui est 12. Donc la tangente de EBA vaut 5 douzièmes. Donc la tangente de CAE vaut aussi 5 douzièmes. Donc, pour le coup, CE, puisqu'on a dit que c'était tangente de CAE fois EA,
et que la tangente de CAE vaut 5 douzièmes, eh bien CE vaut 5 douzièmes fois 5, c'est-à-dire 25 douzièmes. Donc ça, c'est la longueur de CE. CE égale 25 douzièmes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'aire du triangle CEA. Eh bien, l'aire du triangle CEA, c'est donc CE fois EA divisé par 2. EA, c'est 5. CE, c'est donc 25 sur 12. Et donc, CE fois EA divisé par 2, c'est aussi CE fois EA fois 1,5. Pour une autre vision des choses, pour faciliter, je veux dire, le calcul fractionnaire. Et donc, on a donc CE fois EA qui fait donc 25 douzièmes fois 5 fois le fameux 1,5 puisqu'on doit diviser par 2. Donc, ce qui fait 25 fois 5 sur 12 fois 2, ce qui nous donne 125 sur 24. Et de là, vous pouvez calculer un arrondi au dixième de millimètre. La petite particularité ici, c'est le fait que, eh bien, le point D ne sert strictement à rien pour l'exercice, mais en fait, la construction, cette droite est rajoutée pour aussi être un peu perturbante et essayer de vous faire un peu galérer. Voilà donc pour cette deuxième partie.